Pendant le dîner, maman m'a de nouveau comparé à ma sœur. C'est d'elle que nous sommes fiers. J'ai aidé à faire la vaisselle en silence, puis j'ai dit au revoir. Le lendemain, j'ai reçu un message, maman est en larmes et ne veut parler à personne. Que as-tu fait? Je m'appelle Kelly, et j'ai 28 ans. J'ai une sœur qui s'appelle Sarah, et elle en a 30. D'aussi loin que je me souvienne, Sarah a toujours été l'enfant prodige. Elle est belle, charismatique, mariée à un avocat à succès nommé David, et elle vient d'avoir son deuxième bébé. Pendant ce temps, moi, je suis célibataire, je travaille comme graphiste, ce que mes parents considèrent comme un simple hobby, et j'existe apparemment uniquement pour mettre en valeur Sarah par comparaison. Mais laissez-moi revenir en arrière, et vous raconter ce qui s'est réellement passé ce soir-là, car le titre ne fait qu'effleurer la surface. C'était un dimanche, le 15 octobre. Linda avait invité toute la famille à dîner pour célébrer les 6 mois du bébé de Sarah, le petit Michael. Sarah était là, avec David et leurs 2 enfants. Mon père était là, ainsi que ma tante Linda et mon oncle Bob. Juste un rassemblement familial typique, où j'allais m'asseoir en silence, manger mon repas, et écouter tout le monde s'extasier sur la vie parfaite de Sarah. Je dois mentionner que je venais, moi aussi, d'avoir une grande nouvelle. Après 3 ans de travail en freelance, à joindre à peine les 2 bouts, j'avais enfin décroché le job de mes rêves dans une prestigieuse agence de marketing en ville. Mais voici la particularité de mon poste, je travaille dans le marketing de l'investigation numérique, ce qui signifie que j'enquête sur les activités des concurrents, que j'analyse les campagnes en ligne suspectes, et que j'aide les entreprises à se protéger contre la fraude numérique. Le salaire était le double de ce que je gagnais avant, et il m'avait spécifiquement débauché après avoir vu mon travail sur une campagne anti-fraude qui était devenue virale. J'étais aux anges, et j'avais hâte de partager la nouvelle avec ma famille. Mais quand je suis entré chez mes parents ce soir-là, la conversation battait déjà son plein, à propos de la dernière réussite de Sarah. Elle avait été élue nouvelle coordinatrice de la collecte de fonds pour l'association des parents d'élèves de l'école maternelle de sa fille. Linda était pratiquement radieuse en parlant. « Oh, Kelly est là », a dit Linda quand je suis entré dans la salle à manger, levant à peine les yeux du bébé qu'elle tenait. Sarah, raconte à Kelly pour l'association des parents d'élèves. Je me suis assise et j'ai écouté poliment Sarah expliquer comment les autres parents lui avaient spécifiquement demandé d'assumer ce rôle, parce qu'elle était si organisée et avait de si bonnes idées. Papa a ajouté à quel point il était fier. Et ma tante Linda n'arrêtait pas de dire des choses comme « Tu l'as bien élevée, Linda ». Le prénom de ma mère est aussi Linda Patricia Martinez avant qu'elle n'épouse papa et ne devienne Linda Martinez. Tout le monde appelait ma mère Linda, et ma tante s'appelait aussi Linda, ce qui rendait parfois les réunions de famille confuses. On appelait généralement ma tante Lynn pour les distinguer. Finalement, il y a eu une accalmie dans la conversation, et j'ai pensé que c'était ma chance. En fait, j'ai aussi une nouvelle, ai-je dit, en essayant de contenir mon enthousiasme. J'ai reçu une offre d'emploi de Morrison Digital Solutions. C'est une agence de marketing incroyable, spécialisée dans l'investigation numérique, et ils veulent que je dirige leur département d'enquête sur la fraude. Le salaire c'est bien, ma chérie, a dit Linda d'un air absent, sans même me regarder. Sarah, as-tu parlé à tout le monde de la recherche de maison? Ils regardent des biens à Westfield maintenant. Tu imagines? C'est là que vivent toutes les meilleures familles. Mon cœur s'est serré, mais j'ai réessayé. Le truc, c'est que ce poste est vraiment prestigieux. Il gère des comptes pour de grandes entreprises, et il me voulait spécifiquement, grâce à une campagne anti-fraude sur laquelle j'ai travaillé. Vous vous souvenez de celle qui a été mentionnée dans Marketing Week? A dit Linda d'un air distrait, toujours concentrée sur Sarah. Westfield a les meilleures écoles de l'État. La petite Emma va recevoir une si bonne éducation là-bas. Ils avaient appelé la fille de Sarah, Lily, et son fils, Michael. 2 beaux enfants qui méritaient mieux que le chaos qui allait s'abattre sur leur famille. Le dîner a continué ainsi. Chaque fois que j'essayais de partager ma nouvelle, la conversation revenait d'une manière ou d'une autre sur Sarah. Quand j'ai mentionné que le poste incluait une couverture sociale complète et une voiture de fonction, Linda a commencé à parler de la promotion de David au rang d'associé principal dans son cabinet d'avocat. Quand j'ai tenté d'expliquer ce que le compte de Morrison Digital Solutions signifiait pour ma carrière, papa s'est lancé dans une histoire sur les réussites universitaires de Sarah. Je me sentais de plus en plus petite au fil de la soirée, mais je continuais d'essayer, espérant que, peut-être, cette fois-ci serait différente. Peut-être que cette fois,
ils écouteraient vraiment. Le point de rupture est arrivé au dessert. Linda avait préparé le gâteau préféré de Sarah, au chocolat et fourré à la framboise, et elle servait à chacun de généreuses parts. Quand elle est arrivée à moi, elle a posé une part visiblement plus petite. « Kelly fait attention à sa ligne », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Contrairement à Sarah, qui peut manger tout ce qu'elle veut et avoir toujours l'air parfaite. Ça doit être agréable d'avoir de bons gènes. Sarah semblait mal à l'aise. « Maman, ce n'est pas assez vrai, pourtant, » a continué Linda, en se rasseyant. « Regardez-vous deux. Sarah a le mari, les enfants, la belle maison. Sa vie est toute tracée. Et Kelly, elle m'a regardé avec ce que je ne peux décrire que comme de la déception. Eh bien, Kelly essaie encore de savoir ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. » La table est devenue silencieuse. J'ai senti mon visage brûler de honte et de colère. J'étais là, à 28 ans, sur le point de commencer le travail de mes rêves, et ma mère parlait de moi comme si j'étais une sorte d'échec. « En fait, Linda, » ai-je dit, ma voix tremblant légèrement, « je sais ce que je veux être. Je vais être la directrice des enquêtes sur la fraude dans l'une des firmes d'investigation numérique les plus respectées de la ville. C'est une opportunité énorme. » Linda a agité la main d'un air dédaigneux. « Oh, Kelly, ces petits boulots vont et viennent. Ce dont tu as besoin, c'est de stabilité, un mari, des enfants, une vraie vie comme celle de Sarah. Ma carrière est réelle, ai-je dit, plus fort que je ne l'avais prévu. Ce n'est pas un petit boulot. C'est de Sarah que nous sommes fiers, a dit Linda, me coupant complètement la parole. Elle a accompli quelque chose de significatif. Elle a fondé une famille, une vie. C'est elle qui a réussi quelque chose. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Toute la table me fixait, et je sentais les larmes menacées de déborder. Sarah avait l'air mortifiée. Papa étudiait son assiette, et tante Linda était soudainement très intéressée par son café. Je suis resté assise un instant, digérant ce qui venait de se passer. Ma mère venait de me dire, devant toute la famille, qu'elle n'était pas fière de moi, que ma sœur était la seule dont on pouvait être fier, que mes réussites, mes rêves, ma vie, rien de tout ça ne comptait. Mais au lieu de m'effondrer, quelque chose en moi a basculé. Une colère calme et froide s'est installée. C'en était fini. Tu sais quoi, Linda, ai-je dit en me levant de table, tu as absolument raison. C'est de Sarah que vous devriez être fière. Je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à débarrasser les assiettes, me déplaçant avec une précision délibérée et méthodique. Sarah m'a suivi, l'air inquiet. Kelly, je suis désolé. Tu sais, maman ne le pense pas, ce n'est pas grave, ai-je dit doucement, en rinçant la vaisselle dans l'évier. Elle a raison. C'est toi qui as réussi. C'est toi qui as la vie parfaite. Ce n'est pas vrai. Ton travail a l'air génial. Tu devrais être enthousiaste. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Elle semblait sincèrement contrariée par ce qui s'était passé, mais j'avais dépassé le stade où cela m'importait. Merci, Sarah. Mais ça n'a pas d'importance. Linda a clairement exprimé son opinion. J'ai fini d'aider à faire la vaisselle, j'ai dit au revoir à tout le monde avec des étreintes et des sourires polis, et je suis rentré en voiture à mon appartement. Pendant tout le trajet, je planifiais. Voyez-vous, voici ce que ma famille ne sait pas sur moi, je suis vraiment, vraiment doué dans mon travail. Et une partie de ce qui fait un bon professionnel du marketing numérique, c'est de savoir comment trouver des informations, comment fouiller la présence en ligne des gens, comment découvrir des choses qui n'étaient peut-être pas destinées à être trouvées. Je n'avais jamais utilisé ces compétences sur ma propre famille auparavant, mais ce soir-là, j'ai décidé qu'il était temps. J'ai passé des heures à éplucher les comptes de réseaux sociaux, à croiser les informations, et à suivre des pistes numériques. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Permettez-moi de clarifier quelque chose d'abord. Je ne suis pas une sorte de harceleuse ou de cybercriminel. C'est littéralement ce que je fais pour vivre. Des entreprises me paient pour enquêter sur leurs concurrents, pour vérifier les antécédents de partenaires commerciaux potentiels, pour savoir ce que les gens disent de leur marque en ligne. J'ai accès à des bases de données professionnelles. Je sais comment utiliser les recherches d'images inversées. Je comprends comment tracer les empreintes numériques. Ce sont des compétences légitimes, que j'utilise tous les jours dans mon travail. Mais je n'avais jamais retourné ces compétences contre ma propre famille. J'avais toujours respecté leur vie privée, même quand j'étais curieuse.
Cette nuit-là a tout changé. J'ai commencé par David, parce que quelque chose chez lui m'avait toujours dérangé. Il était presque trop parfait, trop charmant, trop brillant, trop prompt à complimenter tout le monde, sauf Sarah, quand il pensait que personne ne regardait. J'avais remarqué de petites choses au fil des ans, la façon dont il vérifiait son téléphone constamment pendant les dîners de famille, comment il se portait toujours volontaire pour faire des courses seul, les cadeaux coûteux qu'il offrait à Sarah, qui semblaient plus destinés à apaiser une culpabilité qu'à exprimer de l'amour. Son compte Instagram était public, ce qui fut mon premier indice qu'il n'était pas aussi prudent qu'il aurait dû l'être. La plupart des avocats que je connais sont paranoïaques quant à leur présence en ligne, mais David semblait penser que son charme le rendait invisible. Il avait tort. Le compte lui-même semblait assez innocent, des photos de Sarah et des enfants, des clichés de restaurants chics, des images de leurs vacances aux Bahamas l'année dernière. Mais c'est son activité qui racontait la véritable histoire. Chaque plateforme suit vos interactions, si vous savez où chercher, les j'aime sur Facebook, les abonnements sur Instagram, les connexions sur LinkedIn, même les transactions Venmo si elles sont publiques. David avait un type, apparemment, des jeunes femmes, généralement au début de la vingtaine, presque toujours des aspirantes mannequins ou des influenceuses. Il en suivait des dizaines sur plusieurs plateformes. Mais il ne se contentait pas de les suivre. Il interagissait activement, des commentaires sur leurs photos un peu trop personnelles, des j'aime sur des publications à 2 heures du matin, quand Sarah devait dormir, des demandes de messages directs qui apparaissaient dans le dossier des requêtes si on savait comment vérifier. Un nom revenait plus fréquemment que les autres, Madison Rodriguez, 23 ans, se présentant comme une influenceuse fitness avec environ 50 000 abonnés. Son contenu était typique, selfies à la salle de sport, recettes de smoothies, citations de motivation sur fond de coucher de soleil. Mais en y regardant de plus près, quelque chose clochait. Son appartement, qui figurait en bonne place dans ses publications d'entraînement à domicile, était bien trop luxueux pour quelqu'un avec ses revenus supposés. Je l'ai reconnu immédiatement. Il se trouvait dans les Meridian Towers, le nouveau complexe de luxe du centre-ville. J'avais en fait travaillé sur la campagne marketing de cet immeuble l'année dernière. Les appartements y commençaient à 400 000 €, et celui où elle se trouvait ressemblait à l'un des modèles de Penthouse. C'est là que j'ai commencé à creuser plus profondément, dans les registres de propriété. Des informations publiques. Tout le monde peut accéder aux bases de données immobilières du comté s'il sait où chercher. Madison Rodriguez avait bien acheté l'unité 1947 au Meridian Towers en mars de l'année dernière. Prix d'achat, 425 000 €. Apport personnel, 85 000 € en espèces. Maintenant, je ne suis peut-être pas une experte financière, mais je connais assez bien l'économie des influenceurs pour reconnaître que quelqu'un avec 50 000 abonnés ne gagnait pas assez pour se permettre un tel apport. Une influenceuse typique avec cette audience pourrait gagner 1 000 à 2 000 € par mois, si elle se démène vraiment. D'où provenaient ces 85 000 € en espèces? La réponse se trouvait dans les relevés de virement, ce qui a demandé un peu plus de recherche pour y accéder, via des bases de données commerciales auxquelles je suis abonné pour mon travail. L'apport provenait d'une entité appelée Riverside Property Solutions, LLC. Je n'avais jamais entendu parler de Riverside Property Solutions, mais une recherche rapide a montré qu'elle avait été constituée au Delaware, 6 mois seulement avant l'achat de l'appartement de Madison. Une constitution au Delaware est un signal d'alarme. C'est là qu'on va quand on veut cacher la véritable propriété d'une entreprise. L'agent enregistré était un service générique, et l'adresse commerciale était un service de réexpédition de courrier. Mais chaque entreprise laisse des traces. J'ai croisé la date de constitution avec l'activité de David sur LinkedIn, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il avait publié un message sur l'expansion de nos services immobiliers pour mieux servir nos clients, à peu près au même moment où Riverside Property Solutions a été créé. Coïncidence? J'en doutais. Il m'a fallu 3 heures de plus, mais j'ai finalement trouvé le lien. Riverside Property Solutions était financé par des transferts de Hawthorne Industries, qui appartenaient à Robert Shen, un promoteur immobilier qui se trouvait être l'un des plus gros clients de David. Le même Robert Shen qui faisait face à des accusations fédérales de blanchiment d'argent depuis 1 an, jusqu'à ce que le cabinet de David l'aide à négocier un accord de plaidoyer. Le tableau devenait plus clair. David n'avait pas seulement une liaison, il blanchissait de l'argent pour ses clients, et en utilisait une partie pour financer ses relations annexes. L'apport de 85 000 € n'était que le début. Des virements mensuels de 3 000 à 5 000 € provenaient de diverses sociétés écrans, et affluaient sur les comptes de Madison depuis plus d'1 an.
Mais Madison n'était pas la seule. En continuant à creuser, j'ai trouvé 2 autres jeunes femmes avec des arrangements similaires, Jessica Walsh, 24 ans, dont la galerie d'art avait été financée par une autre société écran de David, et Amber Chen, sans lien avec Robert, 22 ans, dont l'entreprise de conseil recevait des paiements réguliers d'une autre entité liée à David. Mon beau-frère ne se contentait pas de tromper sa femme, il dirigeait une opération financière sophistiquée, utilisant son cabinet d'avocat comme façade. Et ma parfaite sœur n'en avait aucune idée. Ou bien si. C'est là que j'ai commencé à examiner les activités de Sarah de plus près. J'avoue qu'une partie de moi espérait ne rien trouver. Malgré tout, elle restait ma sœur. Et une partie de moi voulait croire qu'elle n'était qu'une victime innocente dans tout ça. J'avais tort. L'entreprise de photographie de Sarah avait semblé légitime quand elle en avait parlé pour la première fois. Elle avait toujours été douée avec un appareil photo, et la photographie de mariage pouvait être lucrative. Mais quand j'ai commencé à examiner les registres de l'entreprise, le tableau s'est vite assombri. Sarah Mitchell Photographie, LLC, avait été créée il y a 2 ans et, selon l'enregistrement de l'État, elle était censée être une société de photographie à service complet, spécialisée dans les mariages et les événements. Le site web avait l'air assez professionnel, des photos brillantes, des témoignages, des tarifs qui semblaient raisonnables. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches inversées sur les photos de son site, j'ai découvert que la plupart étaient des images de stock, achetées sur des sites web de photographie. Les témoignages étaient assez génériques pour avoir été écrits par n'importe qui. Et quand j'ai cherché certains des lieux mentionnés dans son portfolio, j'ai trouvé quelque chose de troublant. J'ai appelé le Riverside Country Club, en me faisant passer pour une cliente potentielle qui avait vu le travail de Sarah sur leur site. La coordinatrice d'événements était confuse. Je suis désolé, qui? Sarah Mitchell? Je ne pense pas que nous ayons eu une photographe de ce nom travailler ici récemment. Êtes-vous sûr d'avoir le bon lieu? J'ai essayé 3 autres lieux de son portfolio. Même réponse. C'est là que j'ai commencé à contacter de potentiels clients. J'ai créé une fausse demande via son site web, me faisant passer pour une mariée à la recherche d'un photographe. Sarah a répondu rapidement avec son discours standard, photo professionnelle, délai rapide, prix raisonnable. Elle a demandé un acompte de 50% pour garantir la date. Je n'ai évidemment pas réservé avec elle, mais l'interaction m'a donné son adresse email professionnelle, ce qui m'a mené à ses comptes PayPal et Venmo. Tous 2 étaient liés à ses réseaux sociaux personnels, ce qui les rendait faciles à trouver. Et une fois que je les ai eus, j'ai pu voir son historique de transactions. Ce que j'ai trouvé était une série de dépôts de la part de mariés, généralement entre 1500 et 3000 €, suivi de rien. Pas de dépenses correspondantes pour du matériel, des logiciels de retouche, ou quoi que ce soit d'autre qu'on attendrait d'une entreprise de photographie légitime. L'argent restait simplement sur ses comptes pendant quelques semaines, puis était transféré sur son compte courant personnel et dépensé en virées shopping, en soins au spa, et en sac à main de créateurs. J'ai trouvé des publications sur les réseaux sociaux d'au moins 6 couples différents au cours de l'année écoulée, se plaignant tous de Sarah Mitchell Photographie, soit parce qu'elle ne s'était pas présentée à leur mariage, soit parce qu'elle avait livré des photos inutilisables des mois plus tard. Dans chaque cas, Sarah avait prétexté une panne de matériel et proposé de refaire la séance, mais aucun des couples n'avait réussi à la joindre par la suite. C'était une arnaque classique. Prendre des acomptes de plusieurs clients, fournir un service minimal ou inexistant, puis disparaître en prétextant des difficultés techniques. Les montants étaient assez faibles pour que la plupart des gens n'engagent pas de poursuites judiciaires, surtout que l'organisation d'un mariage est déjà si stressante. Mais Sarah n'arnaquait pas seulement des mariés. J'ai trouvé des preuves de ces manigances dans les comptes de collecte de fonds de l'association des parents d'élèves également. En tant que trésorière nouvellement élue, elle avait accès à toutes les finances de l'organisation. Et bien qu'elle ait pris soin de ne pas prendre de grosses sommes d'un coup, le schéma était clair quand on l'examinait sur la durée. L'association organisait une collecte de fonds, une vente de gâteaux, une vente aux enchères silencieuses, une course et les recettes brutes étaient déposées sur leur compte. Mais ensuite, Sarah émettait des chèques pour des frais d'événements et des frais administratifs qui ne correspondaient pas tout à fait aux dépenses réelles, un chèque de 500 € pour des décorations, alors que le reçu indiquait 150 €, une charge de 800 € pour des fournitures de restauration, alors que la cafétéria de l'école avait donné la plupart de la nourriture. Les montants individuels étaient faibles, 50 € par-ci, 200 € par-là. Mais sur l'année écoulée, cela s'élevait à près de 4000 €. Et le timing était suspect.
Chaque fois que Sarah publiait des photos de nouveaux achats de créateurs sur les réseaux sociaux, il y avait des dépenses administratives correspondantes sur le compte de l'association, quelques jours après. Je commençais à voir un schéma dans ma famille. David volait ses clients. Sarah volait ses clients et l'association des parents d'élèves. Et, comme j'allais le découvrir, maman volait papa. Ma mère a toujours été l'image même de la respectabilité. Elle est bénévole à l'église épiscopale Saint-Marc, dirige le club de lecture du quartier, et sermonne constamment tout le monde sur les valeurs morales et les bons choix. C'est la femme qui envoie encore des cartes de remerciements manuscrites et se souvient de l'anniversaire de tout le monde. L'idée qu'elle puisse avoir une sorte de vie secrète semblait impossible. Mais je me suis souvenu de quelque chose, du dîner de dimanche. Quand David avait mentionné sa dernière promotion, maman avait eu une étrange expression sur le visage, ni fierté, ni bonheur, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Et quand la conversation s'est tournée vers l'argent, elle a rapidement changé de sujet. J'ai commencé par ses comptes de réseaux sociaux, mais ils étaient exactement comme on pouvait s'y attendre, événements à l'église, réunion du club de lecture, photos de son jardin. Rien de suspect. Mais les réseaux sociaux ne sont que la surface. Les vraies informations sont toujours enfouies plus profondément. J'avais appris l'adresse email de Linda des années auparavant, quand je l'avais aidée à configurer son premier smartphone. Elle ne l'avait jamais changé, et elle avait toujours été nulle avec les mots de passe. Il m'a fallu 3 essais pour le deviner. Sarah 2012, l'année où ma sœur a obtenu son diplôme universitaire et s'est mariée, les accomplissements dont Linda était la plus fière. Son compte de messagerie fut une révélation. Des centaines de messages de divers sites de jeux d'argent, FanDuel, DraftKings, PokerStar, des sites dont je n'avais jamais entendu parler, avec des noms comme Lucky 777 Casino et Win Big Poker. Bonus de bienvenue, offres promotionnelles, résumés hebdomadaires de son activité. Les résumés hebdomadaires étaient les plus accablants. Ils montraient exactement combien elle déposait, combien elle avait gagné ou perdu, et son solde actuel sur plusieurs plateformes. Rien que le mois dernier, elle avait déposé plus de 3000 € sur 6 sites de jeux différents. Ses pertes totales pour l'année approchaient les 25 000 €. Mais où trouvait-elle tout cet argent? Papa gérait la plupart de leurs finances, et il était prudent avec les dépenses. Leur compte courant joint montrait des dépôts réguliers de sa pension et de la sécurité sociale, mais rien qui ne puisse expliquer les habitudes de jeu de maman. La réponse se trouvait dans son compte individuel, celui qu'elle avait ouvert des années auparavant pour ses dépenses personnelles. Les dépôts provenaient d'eBay, de Facebook Marketplace, et d'un magasin de dépôt-vente appelé Trésor et Temps. Elle vendait des choses. J'ai croisé les dates de vente avec les réunions de famille. Et soudain, des objets qui avaient été perdus ou cassés au cours des dernières années prenaient tout leur sens. La montre de poche du grand-père de papa avait soi-disant été égarée pendant le nettoyage de printemps, vendue sur eBay pour 1200 €. Le collier de perles de la mère de maman avait été endommagé quand elle est tombée, mis en vente sur Facebook Marketplace pour 800 €. Les vases anciens de la succession de l'arrière-grand-mère avaient été cassés par la femme de ménage, consignés à Trésor et Temps pour 650 €. Pire encore, j'ai trouvé la preuve qu'elles liquidaient lentement leur compte d'investissement. De petits retraits, généralement de 1000 ou 2000 € à la fois, toujours avec des explications sur des dépenses imprévues ou des cadeaux pour les petits-enfants. Papa ne remarquait probablement même pas. Il lui faisait entièrement confiance et vérifiait rarement leurs relevés financiers de près. Les dégâts totaux étaient stupéfiants. Au cours des 2 dernières années, Linda avait dilapidé près de 35 000 € de leurs économies de retraite, et vendu pour près de 12 000 € d'objets de famille. Et elle s'endettait de plus en plus chaque semaine. Mais ce qui me mettait le plus en colère, ce n'était pas l'argent, c'était l'hypocrisie. C'était la femme qui me sermonnait sur le fait de faire des choix responsables et de vivre selon ses moyens. La femme qui me critiquait pour avoir acheté une nouvelle voiture quand l'ancienne était morte, disant que j'aurais dû économiser plus d'argent d'abord. La femme qui m'avait fait me sentir coupable pour chaque petite folie, alors qu'elle était littéralement en train de jouer leur avenir. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé les preuves que j'avais rassemblées. Mon beau-frère blanchissait de l'argent et trompait ma sœur. Ma sœur montait de multiples arnaques et volait des parents et des enfants. Ma mère était une joueuse compulsive qui mentait à son mari depuis des années. Et c'étaient ces gens-là, qui avaient passé toute ma vie à me dire que je n'étais pas assez bien. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait fait me sentir petite, à toutes les réussites qui avaient été balayées, à toutes les façons dont on m'avait comparé défavorablement à la vie parfaite de Sarah. J'ai pensé au dîner de dimanche,
et à la façon dont Linda m'avait regardé quand elle avait dit que c'était de Sarah qu'ils étaient fiers. Pendant 28 ans, j'avais essayé d'être la bonne fille. J'avais ravalé mes paroles quand il critiquait mes choix. J'avais souri et hoché la tête quand il louait Sarah pour des choses que j'avais accomplies avant elle. J'avais discrètement nettoyé les dégâts, maintenu la paix familiale, et jamais, au grand jamais, fait de vagues. Mais le dimanche soir avait changé quelque chose de fondamental en moi. Quand maman a dit qu'elle n'était pas fière de moi, quelque chose s'est brisé. Pas seulement brisé, transformé. J'ai réalisé que j'avais joué selon des règles conçues pour me maintenir à la deuxième place. J'avais protégé des gens qui ne me protégeaient pas. J'en avais fini d'être la bonne fille. J'en avais fini d'être silencieuse. J'en avais fini de nettoyer les dégâts des autres pendant qu'ils en faisaient de nouveaux. Il était temps pour ma famille de faire face aux conséquences de leurs choix. Il était temps pour eux d'apprendre ce qui arrive quand on prend quelqu'un pour acquis pendant trop longtemps. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste de numéros de téléphone, la ligne d'assistance antifraude de l'IRS, l'unité des crimes financiers du commissariat local, le bureau d'éthique du district scolaire, le téléphone portable de mon père. D'ici demain soir, les façades soigneusement construites de ma famille allaient s'effondrer. Et pour la première fois de ma vie, j'allais être celle dont on se souviendrait. Non pas parce que j'avais nettoyé en silence, mais parce que j'avais refusé de rester silencieuse. J'avais donc maintenant un choix. Je pouvais garder ces informations pour moi et redevenir la fille décevante, ou je pouvais remettre les compteurs à zéro. J'ai choisi la deuxième option. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels, mais je devais être stratégique. Ce n'était pas une série télé où tout se passe en 24 heures. Je savais que les vraies enquêtes prennent du temps, surtout quand il s'agit de crimes financiers et de fraude. D'abord, j'ai soumis des rapports détaillés à la ligne d'assistance antifraude de l'IRS, concernant les activités des sociétés écrans de David. Je leur ai fourni tous les documents que j'avais trouvés, liant les entreprises à son cabinet et à ses finances personnelles. Je savais que l'enquête prendrait des mois, mais je savais aussi qu'ils prennent ces signalements au sérieux. Ensuite, j'ai contacté la police locale et j'ai déposé une plainte concernant l'arnaque à la photographie de Sarah. J'avais réussi à retrouver 3 des couples qu'elle avait floués, et ils étaient tous impatients de porter plainte une fois qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas les seules victimes. Le détective à qui j'ai parlé a dit qu'il devrait enquêter avant de porter des accusations, mais que cela pourrait prendre plusieurs semaines pour monter un dossier. Puis, j'ai contacté le bureau d'éthique du district scolaire, à propos des irrégularités financières de l'association des parents d'élèves. Je leur ai envoyé des copies des documents que j'avais trouvés et j'ai souligné les divergences. Ils ont dit qu'ils devraient mener un audit, ce qui pourrait prendre 30 à 60 jours. Enfin, j'ai appelé papa. « Salut, papa », ai-je dit quand il a répondu. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Es-tu assis ?» Je lui ai parlé du problème de jeu de Linda, des objets de famille manquants, des dettes de cartes de crédit. Je lui ai envoyé des captures d'écran de ses comptes, des copies des reçus de vente de la montre de son grand-père, et des relevés bancaires montrant les retraits d'espèces. Papa est resté silencieux un long moment après que j'ai fini de parler. Finalement, il a dit, « Depuis combien de temps sais-tu ça ?» Je l'ai découvert hier soir, ai-je dit. J'ai pensé que tu devais savoir. Est-ce que ta mère sait que tu sais? Pas encore. Papa a soupiré lourdement. Merci de me l'avoir dit, Kelly. Je dois trouver comment gérer ça. Après avoir raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la satisfaction. Pas du bonheur, exactement, mais le sentiment que les choses étaient enfin équilibrées. Les semaines suivantes furent calmes. Trop calmes. Je suis allé au travail, me suis concentré sur mon nouveau poste, et j'ai attendu. Puis, environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Sarah, Linda est en larmes et ne veut parler à personne. Que as-tu fait? J'ai regardé le message un long moment avant de répondre, je n'ai rien fait. Parfois, la vérité finit juste par éclater. Sarah m'a appelé immédiatement. Kelly, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle vérité? Linda ne veut pas quitter sa chambre, papa dort dans la chambre d'amis, et personne ne veut me dire ce qui se passe. Peut-être que tu devrais leur demander, ai-je dit calmement. J'ai essayé. Maman ne fait que pleurer, et papa dit que ce sont des affaires de famille et se tait. Vous vous êtes disputés après le dîner de dimanche. On ne s'est pas disputé, Sarah.
On ne se dispute jamais. Je suis la bonne fille, tu te souviens? Je nettoie juste en silence et je pars. Il y a eu une pause. Kelly, tu as l'air différente. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. J'en ai juste marre de prétendre que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. Presque tout déballer, les liaisons de son mari, ses pratiques commerciales frauduleuses, le problème de jeu de maman. Mais j'ai décidé de la laisser découvrir par elle-même. Sarah, est-ce que David a beaucoup travaillé tard récemment? Une autre pause. Plus longue cette fois. Pourquoi tu demandes ça? Simple curiosité. Et comment va l'entreprise de photographie? Tu as beaucoup de clients fidèles? Kelly, où veux-tu en venir? Nulle part. Je fais juste la conversation. N'est-ce pas ce que font les familles? Elle m'a raccroché au nez. Le lendemain, j'ai reçu un appel de papa. Kelly, peux-tu venir? On a besoin de parler. Quand je suis arrivé chez mes parents, l'atmosphère était complètement différente de celle d'il y a 3 semaines. Linda était assise dans le salon, les yeux rouges et gonflés, serrant un mouchoir. Papa avait l'air épuisé. Sarah était là aussi, assise raidement sur le canapé à côté de son mari, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Assieds-toi, Kelly » a dit papa. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, le même fauteuil où je m'asseyais enfant quand j'avais des ennuis. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui avais des ennuis. Ta mère a quelque chose à te dire, a continué papa. Linda a levé les yeux vers moi, les yeux larmoyants. Kelly, je te dois des excuses. Ce que j'ai dit il y a 3 semaines était mal. C'était cruel et injuste, et je suis désolé. J'ai attendu. Cela ressemblait au début de quelque chose, pas à la fin. Mais plus que ça, a continué Linda, la voix tremblante, je dois te remercier. Pour avoir mis ton père au courant de mon problème. Sarah avait l'air confuse. Quel problème? Linda s'est alors effondrée en larmes, et papa a dû expliquer pour le jeu, les objets de famille volés, les dettes. Le visage de Sarah a traversé une série d'expressions, confusion, choc, colère, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Alors, c'est ce que tu voulais dire, a-t-elle dit, en me regardant, à propos de la vérité qui éclate? Je n'ai pas répondu. David s'est agité, mal à l'aise, sur son siège. Écoutez, c'est une affaire de famille. Peut-être que je devrais y aller. En fait, ai-je dit, prenant la parole pour la première fois depuis que je m'étais assise, tu devrais rester. Parce qu'il y a autre chose dont nous devons discuter. La pièce est devenue très silencieuse. Kelly, a dit papa, d'un ton d'avertissement. Non, papa. On est honnête maintenant, n'est-ce pas? On met tout sur la table. J'ai regardé David droit dans les yeux. Depuis combien de temps vois-tu Madison? La tête de Sarah s'est tournée brusquement vers son mari. Qui est Madison? Le visage de David était devenu complètement blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Madison Rodriguez, 23 ans, qui vit dans ce nouveau complexe d'appartements en ville. Celui que tu l'as aidé à acheter avec l'argent de tes clients. Kelly. Sarah s'est levée brusquement. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que ton mari a une liaison, et qu'il blanchit de l'argent via son cabinet d'avocat pour la financer. Et ce n'est que le début. Les 20 minutes suivantes furent un chaos. David a tout essayé de nier, mais j'avais des captures d'écran, des relevés bancaires, des titres de propriété. Sarah criait. Maman pleurait encore plus fort. Papa essayait de maintenir l'ordre. Finalement, David est sorti en trombe, criant quelque chose à propos d'avocats et de poursuites judiciaires. Sarah s'est effondrée sur le canapé, me regardant comme si elle ne m'avait jamais vu. Pourquoi, a-t-elle murmuré. Pourquoi ferais-tu ça? Je me suis levé, j'ai lissé ma jupe, et j'ai regardé ma famille brisée. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il y a 3 semaines, Linda m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que c'était de toi qu'elle était la seule fière. Que ma vie, ma carrière, mes réussites, rien de tout ça ne comptait. Que je n'étais rien comparé à toi. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Alors, j'ai décidé de montrer à tout le monde ce dont vous êtes vraiment fiers, une fille qui vole dans les collectes de fonds de l'école, un gendre qui trompe sa femme et blanchit de l'argent,
et une mère qui ment et dilapide les économies de la famille au jeu. Kelly, s'il te plaît, a dit Linda à travers ses larmes. J'avais tort. J'avais tellement tort. Je suis fier de toi. Ton nouveau travail, ton talent, tout ce que tu as accompli. Il est trop tard pour ça, Linda. Tu ne peux pas reprendre ce que tu as dit. Tu ne peux pas effacer 28 ans à me faire sentir que je n'étais jamais assez bien. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai fait une pause. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé que ça en soit arrivé là. Je voulais être la bonne fille. Je voulais vous rendre fier. Mais comme ça n'allait de toute façon jamais arriver, je me suis dit que je pouvais aussi bien être honnête. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. C'était il y a environ 6 semaines. Depuis, les enquêtes que j'ai lancées ont lentement progressé. David fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale. Ces choses prennent du temps, mais sa licence d'avocat a été suspendue en attendant l'issue. Le district scolaire a terminé son audit et a trouvé des preuves du détournement de fonds de l'association des parents d'élèves. Sarah fait face à des accusations, mais son avocat pense qu'elle s'en sortira avec des travaux d'intérêt général et une restitution, puisque c'était sa première infraction et qu'elle a accepté de tout rembourser. Linda et papa sont en thérapie, essayant de savoir si leur mariage peut survivre à sa tromperie. Et moi? J'ai commencé mon nouveau travail chez Morrison Digital Solutions il y a 6 semaines. C'est tout ce que j'espérais, et plus encore. Mes collègues respectent mon travail. Mon patron apprécie mon avis. Et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. Sarah m'a envoyé quelques textos, s'excusant pour ce dîner et me suppliant de l'aider à réparer la famille. Mais j'en ai fini d'être celle qui répare les choses. J'en ai fini d'être la bonne fille qui nettoie tranquillement les dégâts des autres. Certains diront que je suis allé trop loin, que j'ai détruit ma famille pour un commentaire blessant. Mais ce n'était pas juste un commentaire. C'était une vie entière à être négligée, rejetée, et à me sentir inadéquate. La vérité, c'est que je n'ai pas détruit ma famille. J'ai juste arrêté de les protéger des conséquences de leurs propres actions. Et honnêtement, je dors mieux la nuit maintenant que je ne l'ai fait depuis des années. Parfois, la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer selon des règles conçues pour vous faire perdre. Parfois, la seule façon d'obtenir le respect est de l'exiger. Et parfois, la seule façon d'être fier de soi est d'arrêter d'attendre l'approbation des autres. Je suis toujours la même Kelly. Je ne me cache juste plus. Mise à jour. Cela fait 4 mois que j'ai posté ceci, et j'ai reçu tellement de messages demandant une mise à jour que j'ai senti que je devais partager ce qui s'est passé. David a fini par accepter un accord de plaidoyer après une enquête de 6 mois. Il risque 2 ans de prison fédérale et doit rembourser plus de 180 000 € de restitution. Sarah a demandé le divorce et est retournée vivre chez nos parents avec les enfants. Elle a écopé d'une probation et de 200 heures de travaux d'intérêt général pour le détournement de fonds de l'association. De plus, elle a dû rembourser le district scolaire et toutes ses victimes de photographie. Linda et papa sont toujours en thérapie, mais ils semblent arranger les choses. Linda a rejoint les joueurs anonymes et est sobre depuis 4 mois. Papa a repris complètement les finances du ménage, et ils ont commencé à reconstituer leurs économies. Quant à mes relations familiales, c'est compliqué. Sarah et moi avons parlé plusieurs fois. Elle est toujours en colère sur la façon dont j'ai géré les choses, mais elle admet aussi qu'elle avait besoin de connaître la vérité sur David. Elle a dit qu'elle était reconnaissante que je lui ai dit, même si elle déteste la manière dont je l'ai fait. Linda a essayé de s'excuser de nombreuses autres fois. Et je vois qu'elle est sincèrement pleine de remords, mais je ne suis pas prête à revenir à la situation d'avant. On y va très lentement. Elle respecte mes limites maintenant, d'une manière qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. La seule personne qui m'a vraiment parlé normalement à travers tout ça, c'est papa. Il m'a appelé le mois dernier et m'a dit, « Kelly, ce que tu as fait était dur, mais tu avais raison sur tout ce qui comptait, et je suis fier que tu te sois défendu. » C'était la première fois qu'il disait qu'il était fier de moi. Le travail se passe incroyablement bien. J'ai été promue directrice principale des enquêtes le mois dernier, et mon patron a dit que je suis l'enquêtrice la plus méticuleuse qu'ils aient jamais embauchée. J'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un, un gars nommé James, qui travaille dans notre service juridique. Il est gentil, drôle, et quand je lui ai raconté toute l'histoire de ma famille, il a dit qu'il semblait que j'avais fait ce qui devait être fait. Je sais que certaines personnes penseront toujours que je suis allé trop loin, que j'aurais dû gérer les choses différemment. Mais je ne le regrette pas.
Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de vivre de manière authentique, et ça vaut plus que de maintenir une fausse harmonie familiale. Parfois, il faut tout brûler pour construire quelque chose de mieux. Et parfois, les gens qui prétendent vous aimer doivent apprendre que l'amour exige le respect, pas seulement des liens de sang. Je suis fier de qui je suis maintenant, et je n'ai besoin de la permission de personne pour le ressentir.